L'intelligence est la capacité à comprendre. Nous transmettons notre savoir aux machines. Avant l'Antiquité, des précurseurs ont toujours existé. Bien avant certaines avancées technologiques, l'homme a toujours été fasciné par l'idée de créer des systèmes intelligents. En effet, bien avant l'invention du premier ordinateur, certaines personnes ont essayé de mettre sur pied des formes d'intelligence différentes de celles humaines. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu'a eu lieu une grande avancée avec le retour de l'intelligence artificielle. Ainsi, une fois de retour en force, elle a commencé à prendre énormément d'ampleur. Il sera question ici de revenir sur cette notion et ses contours. L'intelligence artificielle s'inscrit dans la continuité de l'évolution technologique. Elle s'impose à nous. C'est la raison pour laquelle, partout à travers le monde, il est question d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la capacité à faire des choses par des machines, mais en utilisant les capacités humaines. En 1956, John McCarthy et ses collaborateurs avaient organisé une conférence qui avait donné naissance au machine learning, au deep learning, aux analyses prédictives et depuis peu aux analyses prescriptives. Un nouveau domaine d'étude est également apparu, la science des données. Ainsi, avec le temps, l'évolution a suivi. L'intelligence artificielle se nourrit des données, on appelle la data, ou bien les données. Ce sont les données nous concernant notre vie, qui permettent à l'intelligence artificielle de fonctionner. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand il a fallu valider la stratégie nationale d'intelligence artificielle, il a fallu d'abord valider la stratégie nationale des données. Vous savez, les données, c'est vraiment l'or noir, c'est-à-dire c'est vraiment la nouvelle ressource qui apparaît. Quand vous regardez à travers le monde, les plus grosses entreprises cotées en bourse, on parle de X, on parle de Google, on parle d'Amazon, Facebook, toutes ces grosses entreprises, en réalité, ont leur valeur repose sur la capacité à collecter des données sur toutes les activités et à transformer ces données. Et justement, c'est la nouvelle économie marquée par l'avènement du numérique. L'intelligence artificielle a commencé à occuper une place importante dans notre quotidien. Elle peut de ce fait offrir des avantages considérables au monde. Je parlais donc que l'intelligence artificielle peut permettre aisément par rapport à la communication de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Dans le vécu quotidien aussi des humains, le fait même de conduire, de se perdre. Voilà, moi personnellement, j'ai pris une voiture avec la nouvelle autoroute que j'ai jamais utilisée. Je voulais me rabattre vers Kaolack en quittant Thiès. Je me suis retrouvé à Touba, parce que je ne savais pas par où descendre, ainsi de suite. Il a fallu tout simplement utiliser Google avec son intelligence artificielle pour être guidé jusqu'à Kaolack avec l'énumération de l'ensemble des localités que j'ai traversées sans avoir jamais les visiter. Dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle permet aux chercheurs de comprendre comment fonctionnent certaines parties du cerveau humain afin de pouvoir développer des traitements innovants et éviter certaines complications. Oui, l'intelligence artificielle est une révolution, hein. C'est une innovation qui va participer forcément donc à améliorer le quotidien des sociétés, hein, de toutes les sociétés, en particulier donc la société humaine. Déjà, les solutions qui sont obtenues à distance, à travers donc des expertises, nous permettent d'avoir des solutions par rapport à beaucoup de problèmes. Si vous prenez le cas de la santé par exemple, l'intelligence artificielle permet d'opérer à distance, de faire des diagnostics à distance, ensuite de faire moins de dégâts sur le corps humain en faisant par exemple des opérations chirurgicales. Elle est également utile pour tout ce qui concerne l'éducation et la recherche. On n'aura plus besoin peut-être de se déplacer, aller très loin pour aller faire des recherches. Tout est à la disposition des chercheurs, surtout en termes donc de recherche universitaire. Par exemple, vous pouvez vous retrouver avec une bibliothèque numérique qui combine l'ensemble des publications sur les thèses, par exemple sur d'autres revues scientifiques, ainsi de suite. À partir de là, l'intelligence artificielle vous permet d'avoir donc une bibliothèque
qui est virtuel, mais qui met à votre disposition tout. Et nous, on l'utilise régulièrement, ce qui veut dire en clair donc que il y a un ensemble de solutions quand même, voilà, que l'intelligence artificielle permettra. Néanmoins, les inconvénients de l'intelligence artificielle sont très complexes et suscitent beaucoup d'inquiétudes chez les experts. Les principaux problèmes liés à son développement sont la possibilité de passer outre le manque de transparence, la création d'une menace pour l'emploi. Avec l'intelligence artificielle, la facilitation va amener un nombre moins important d'intervenants dans les chaînes de production. Déjà, ça a commencé, vous allez dans l'industrie automobile, vous pouvez avoir donc une chaîne qui sort pratiquement 1000 véhicules par jour, où il n'y a en réalité que 3 personnes. Une personne au départ, une personne au milieu pour le contrôle et une autre personne pour le contrôle final. Plus maintenant le chauffeur qui va mettre en marche la voiture. Alors que sur la même chaîne de production, vous aviez peut-être des centaines et des centaines d'ouvriers qui se relayaient par garde. Ce qui veut dire en clair donc qu'il y aura un coût social, c'est-à-dire des gens qui vont devoir se réinventer ou bien aller faire autre chose, mais puisque l'homme aussi est par essence adaptable, il faudra travailler tout simplement sur la flexibilité fonctionnelle. Pour certains, elle risque de limiter l'avancement personnel et les capacités cognitives des êtres humains car elle remplace souvent ce qui était effectué par l'intellect humain, ce qui peut entraîner un ralentissement du progrès cognitif chez les générations futures. Ça, c'est trop protectionniste, c'est trop aussi, comment dirais-je encore, corporatiste, hein, parce que l'intelligence artificielle aussi rend paresseux l'enseignant. Parce que quand vous avez un cours à préparer, un cours qui nécessite peut-être de parcourir plusieurs tomes, vous allez en droit comme chez nous, vous avez des livres de 8000 pages, vous ne savez pas quoi faire avec. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin donc d'aller à la BU pour maintenant épousseter ou bien je ne sais pas quoi, ouvrir des documents à longueur de journée. Vous écrivez le titre dont vous avez besoin, la référence donc de l'ouvrage dont vous avez besoin et immédiatement vous avez des propositions en série. Ça veut dire donc que tout comme l'intelligence artificielle facilite à l'étudiant sa recherche, elle facilite aussi au professeur sa recherche. Je suis souvent juré dans des jurys de soutenance. Vous avez un mémoire qui est tellement volumineux, un mémoire tellement bien écrit, avec 0 faute, même pas de ponctuation, et vous avez devant vous un étudiant qui le soutient, qui a du mal à s'exprimer en français. Ça veut dire clairement que le travail provient de quelque part comme l'intelligence artificielle qui propose même des mémoires avec des thèmes carrément disponible. Mais le problème, c'est que si vous ne faites pas le travail de recherche, parce que la recherche a le mérite de mettre en contact direct l'étudiant avec la chose qui est recherchée et les moyens de recherche. Ce qui fait qu'en lisant, on apprend. Même en feuilletant, en jetant un coup d'œil, on apprend. Ce qui veut dire que maintenant, si vous vous abstenez de faire cela et vous avez un produit fini, vous pouvez effectivement glaner des diplômes à gauche à droite, mais vous serez en réalité donc une tête vide. D'autres estiment que, sur la base de comment évolue l'intelligence artificielle, sous peu, plusieurs journalistes seront remplacés par des robots ou que ce métier disparaîtra si les gens du secteur ne s'alignent pas. Elle s'inscrit ce qu'on appelle les technologies à la fois destructrices d'emplois et créatrices d'emplois. Maintenant, le défi, c'est comment faire pour en profiter. Aujourd'hui, quand vous présentez un journal télévisé, pour prendre le cas de la communication, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour présenter le journal. Si on le fait, ça veut dire que derrière, vous allez détruire des emplois, éliminer des journalistes. Il n'y a pas un seul métier aujourd'hui qui ne soit pas impacté par l'intelligence artificielle. Un avis qui n'est pas partagé par certains techniciens des médias pour qui ce métier va au-delà d'une simple réflexion basée sur l'artificiel. Je ne pense pas que l'IA puisse faire disparaître le métier de journaliste. Je crois surtout que ce n'est même pas facile en fait pour que quelque chose puisse vraiment ébranler le journal, puisse faire disparaître le journalisme.
parce que le journalisme, c'est quelque chose qui se fait avec le contact, c'est le relationnel. C'est quelque chose en fait qui demande du physique. Et pour l'intelligence artificielle, c'est un autre monde en fait. C'est vrai que de plus en plus, elle prend de l'ampleur parce qu'elle gagne du terrain, c'est vrai, et que notre métier s'adapte au changement. Il y a beaucoup d'innovations et qu'on doit faire avec. Mais l'IA n'est pas encore, selon moi, l'IA n'est pas encore à ce statut-là, à ce niveau-là où elle peut vraiment en fait faire disparaître le journalisme. De toute façon, le journalisme, ça fait plusieurs fois qu'on dit que le journalisme, il y a beaucoup de choses qui vont faire disparaître. Par exemple, quand on est passé du numérique, beaucoup de personnes disaient que oui, le journalisme, surtout la presse écrite, ça va disparaître parce que le numérique va changer les choses. Ok, le numérique a poussé le journalisme à innover dans beaucoup de domaines, mais ça n'a pas fait disparaître, en fait, ça n'a pas effacé le journalisme parce que jusqu'à présent, si je prends le cas de la presse écrite par exemple, il y a beaucoup de quotidiens qui se créent tous les jours. Il y a beaucoup de sites internet en fait qu'on crée. Donc, si le numérique dont on parle n'a pas réussi à faire ça, je ne pense pas que ça soit l'IA qui va faire disparaître le journalisme. À mon avis, non. Elle peut pas faire disparaître le métier de journaliste, mais elle peut quand même amener pas mal de changements dans ce travail. C'est-à-dire déjà qu'aujourd'hui, on a des sites qui écrivent intégralement avec l'intelligence artificielle. On a des présentateurs intégralement animés avec l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez un peu. Mais la différence se fait dans le travail journalistique de base, c'est-à-dire que la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Et le plus important, c'est-à-dire l'éthique dans le traitement de l'information. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à un outil comme l'intelligence artificielle d'avoir une certaine éthique et une certaine responsabilité dans la manière dont il diffuse l'information. Et aussi, je pense qu'il appartient aux journalistes de s'approprier l'outil. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle et de journalisme, c'est des outils, en fait. C'est-à-dire que c'est des outils qui doivent permettre aux journalistes d'améliorer leur travail au quotidien. Aussi, lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle appliquée à des entreprises ou des applications commerciales, cela pose beaucoup de questions quant à la protection des données personnelles et au respect de la vie privée individuelle. Alors, vous avez parlé effectivement des données. Au Sénégal, vous avez ce qu'on appelle la commission des données personnelles. Donc, nous avons une architecture juridique et institutionnelle pour nous préparer par rapport à la nouvelle économie numérique. Aujourd'hui, toutes les données, normalement, sont sauvegardées dans nos data centers. C'est une question de souveraineté nationale. On ne peut pas avoir nos données qui portent sur nous et qui soient sauvegardées en dehors de notre pays. Dès lors, tous ces éléments précités ne sont pas les seuls impacts de la révolution de l'intelligence artificielle. Son domaine est beaucoup plus large. Ainsi, aussi performante et puissante que soit l'intelligence artificielle, elle a ses limites. Elle n'est pas capable de pallier à tout. Déjà, par essence, l'intelligence artificielle consiste à créer des algorithmes, par exemple, qui permettent à l'ordinateur d'imiter à 100% l'humain, c'est-à-dire l'être humain. Mais vous savez qu'imiter à 100%, ce sera impossible parce que l'être humain, si vous touchez à son corps, bien sûr, il y a, comment ça s'appelle, le toucher, ce que l'on appelle l'organe sensoriel. Dans l'intelligence artificielle, ce sera difficile donc de pouvoir peut-être mesurer cela. On ne sait jamais parce que nous parlons de science, mais il y a aussi le souffle de vie. Parce qu'une machine, un ordinateur, sera toujours donc une machine, sera toujours une création. D'autre part, l'essence même de la création, ça veut dire que pour que l'intelligence artificielle soit, il faut qu'un humain propose. Ce qui veut dire donc que la première idée, la première initiative proviendra obligatoirement de l'humain, après maintenant reprise. Par exemple, s'il s'agit d'une création par la machine, qui va maintenant essayer d'améliorer et d'adapter en fonction du temps. D'autre part, l'intelligence artificielle est un océan de connaissances, mais qui ignore ce qui vient dans le futur.
tout comme la rédaction par écrit avec des calligraphes, tout comme l'utilisation des machines dactylographiques Olivetti et autres, tout comme l'utilisation de l'ordinateur jusqu'à maintenant dicté directement à son terminal qui imprime, l'intelligence artificielle est venue donc simuler tout cela pour donner l'impression au monde que c'est la fin, mais ce n'est pas la fin. Les technologies d'intelligence artificielle évoluent rapidement, introduisant de nouveaux outils, processus et méthodes de travail. Être adaptable signifie alors avoir la capacité d'acquérir rapidement de nouvelles compétences, d'accepter le changement et d'ajuster son approche en conséquence. Cela fait, les personnes qui possèdent ce trait peuvent facilement s'en sortir, changeant des systèmes basés sur l'intelligence artificielle et les exploiter à leurs avantages, plutôt que de se laisser dépasser. Oui, comme toute révolution, comme toute innovation, il y aura forcément donc un coût, surtout sur le plan du travail, mais il faut savoir se réinventer. Parce que de toutes les façons, quel que soit par ailleurs le domaine dans lequel on est, nous sommes dans un bureau, les ordinateurs n'étaient pas dans le temps comme ça, les machines de reprographie n'étaient pas comme cela. Il faut qu'il y ait une révolution pour que de nouvelles solutions soient trouvées. Et maintenant, il y aura forcément la disparition des premières inventions. Quand aussi, dans ces inventions-là, il y a eu des gens qui ont été formés et qui travaillent, par exemple, qui travaillent là-dessus, ces gens ne seront plus, comme le disent les Américains ou bien les Anglais, up to date. Ça veut dire clairement que quand on est dépassé, parce que c'est ça la science aussi, quand on est dépassé par la technologie, on est obligé de rattraper la technologie. Ce qui veut dire donc qu'on doit se remettre à niveau tout le temps. Ceux qui travaillent à une meilleure réglementation mondiale affirment de leur côté qu'une bonne gouvernance de l'intelligence artificielle est nécessaire dès à présent, le droit devant évoluer en même temps que la technologie. Le droit, lui, il est appelé à s'adapter aux besoins et aux exigences de la société. Mais ça ne se fait pas tous les jours. Ça veut dire que le droit est adaptable. Le droit doit être adapté. Il appartient au droit de s'adapter au rythme de vie de la société, d'évolution de la société, et non pas le contraire. Sinon, il n'y aurait pas donc d'avancée sociale. Par contre, concernant l'intelligence artificielle, au moment où l'on parle, il n'existe pas malheureusement un cadre juridique, c'est-à-dire des lois qui peuvent interdire à une personne de faire tel ou bien autoriser avec des limites. Ça veut dire que c'est un monde qui est ouvert, c'est un monde dans lequel c'est l'innovation, la créativité qui gouverne. Donc tous les jours, je ne parle pas de moi, mais tous les jours, vous aurez des solutions qui seront apportées et qui seront innovantes. Maintenant, il serait important que chaque pays puisse bien sûr se doter d'un armada juridique, plutôt d'une armada juridique qui permettrait de contenir tout ce qui est excès ou tout ce qui est subversion par rapport donc à la création émanant donc de l'intelligence artificielle. Maintenant, s'il s'agit du Sénégal, vous savez que le Sénégal est un pays qui est très, comment dirais-je, proactif dans ce genre de révolution. Il y a déjà une idée, en tout cas, il y a la gestation d'une législation par rapport à cela. Parce que déjà, on a commencé par la loi 2008-12 du 25 février, donc 2012, voilà, portant sur la protection des données à caractère personnel. Ensuite, il y a la loi 2008-11 qui porte sur tout ce qui est cybercriminalité. Ça veut dire que nous allons augmenter, nous allons ajouter des dispositions qui vont intégrer les dispositions donc de l'intelligence artificielle par rapport à ce qui peut être quelque chose donc de mal. En matière de solutions, le Sénégal, à l'instar des autres pays, côté innovation et législation, est déjà sur la voie.
on est en mesure de faire face parce que on a les personnes qui sont bien formées. Pas plus tard que récemment, il y a l'un des chercheurs de l'université Cheikh Hamidou Kane, qui a été l'université du Sénégal, qui a été coopté par l'ONU dans le bureau scientifique pour tout ce qui est études concernant l'intelligence artificielle. Il y a des jeunes qui travaillent sur des projets qui ont trait à l'intelligence artificielle. Donc, je pense que les ressources humaines sont là, la volonté est là. Maintenant, il manque, et je pense que même ça, l'État est conscient, il manque cet accompagnement de l'État dans tous les différents secteurs d'activité, dans tous les différents comportements, c'est-à-dire d'accompagner ce processus d'intégrer l'intelligence artificielle dans tous les cœurs de métier. C'est-à-dire que c'est devenu un outil indispensable, en fait, maintenant. Comment est-ce que cet outil doit être utilisé pour que ce soit accélérer une certaine croissance dans différents domaines. Je pense que oui, le Sénégal peut, on est dans une bonne dynamique, mais il faut que l'outil soit accessible, c'est-à-dire que l'outil informatique, je parle même pas de la connexion Internet, mais l'outil informatique, l'outil pour la recherche, l'investissement même pour la recherche soit disponible pour que le commun des Sénégalais ou bien ceux qui sont dans les dispositions de faire des recherches dans ce domaine puissent être mis dans de très bonnes conditions. En parlant justement de Sénégal Connect, le ministre justement a pris la décision, avec l'accord du président de la République bien sûr, de décliner en ce qui concerne le numérique, Sénégal Connect. Donc on a Sénégal Connect. Et le Sénégal n'est pas en reste, parce que le Sénégal déjà a validé sa stratégie sa stratégie intelligence artificielle, sa stratégie des données, et le Sénégal est allé plus loin en mettant en place des data centers de très haute capacité et très fiables, très sécurisés. On le voit avec la CENUM, l'ex-ADIE, on le verra bientôt avec le PTN, qui est devenu déjà Sénégal Connect Park, dans une zone désormais qu'on appelle la zone économique spéciale Sénégal Connect. Donc le ministre, dès qu'il est arrivé, il a eu cette vision en rapport avec la stratégie nationale SN 2025, c'est-à-dire la stratégie nationale, et cette stratégie nationale est arrimée au PSE 2035. Et donc, l'intelligence artificielle va effectivement impacter sur toutes les activités socio-économiques à travers le monde. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a compris les enjeux et défis liés à l'intelligence artificielle. Mais l'enjeu le plus important, il est effectivement économique. Mais le défi le plus important, c'est comment faire pour avoir une intelligence artificielle qui soit éthiquement responsable. Parce que c'est ça, hein? Les incidences au plan éthique, au plan social sont énormes. Autant cette technologie-là ouvre des perspectives, mais autant elle peut impacter très négativement sur la vie de l'individu. Donc les enjeux éthiques, la responsabilité éthique pour sauvegarder les données sont extrêmement importants. Aujourd'hui, vous voyez, on vit l'ère du numérique, vous avez la désinformation, mais demain, ce sont des ordinateurs qu'on va utiliser pour vous faire dire des choses que vous n'avez pas dites, mais que vous n'avez pas la possibilité de vérifier, parce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour faire à la machine ce qu'un homme devrait faire. Ça veut dire que la machine va remplacer l'individu. Donc, quelque part, c'est des technologies qui vont détruire beaucoup d'emplois, mais qui vont en créer de nouveaux. Et souvent, les nouveaux emplois qui sont créés, c'est des emplois centrés autour de l'innovation et de la créativité. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a compris parfaitement les enjeux au plan mondial et a mis en place un dispositif tant au plan juridique, au plan infrastructurel, pour bâtir une économie numérique qui soit porteuse de croissance et qui puisse être le moteur de l'économie. On compte d'ici peut-être 2025 à ce que l'économie numérique puisse contribuer à la croissance à hauteur au moins de 10%, voire plus. Les données constituent la vraie ressource de l'ère numérique. L'intelligence artificielle fonctionne à travers les données. L'intelligence artificielle se nourrit à travers les données. Donc ces données-là sont extrêmement importantes. Prenez le domaine du marketing. Pourquoi, par exemple, vous avez votre téléphone, du coup vous voyez, on vous envoie un message, voilà, joyeux anniversaire, est-ce que vous voulez commander des trucs? C'est parce que quelque part, on a collecté vos données et dans vos données, on a su que votre date d'anniversaire, c'est telle date et que la machine, elle est programmée de manière à ce qu'à chaque fois que votre anniversaire arrive, les entreprises profitent pour vous proposer des services. Donc, on fait du marketing prédictif à travers. Donc, l'intelligence artificielle, je ne sais pas demain, elle est déjà là. Le Sénégal s'est préparé. Le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle. Le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale des données. Et tout ça en relation avec la stratégie nationale, ce qu'on appelle la SN 2025, c'est-à-dire un Sénégal numérique à l'horizon 2025. Et ce Sénégal numérique, justement, à l'horizon 2025, justement, va contribuer au développement, va contribuer au PSE à travers notamment l'axe 1, y compris même l'axe 2 et l'axe 3.
Actuellement au Sénégal, la politique est au cœur de l'actualité. La prochaine présidentielle sera dans quelques jours. L'on se demande si l'intelligence artificielle peut avoir un quelconque impact sur celle-ci. Quand on parle d'intelligence artificielle, forcément on parle de données. Donc, et quand qui parle de données parle d'élection. Donc, on est dans une élection où tout est cartographié, c'est-à-dire lieu de vote, nombre d'électeurs par centre. Donc, tout est cartographié. Aujourd'hui, toutes ces données doivent, si moi aujourd'hui je suis candidat ou je suis conseiller de candidat, j'utilise tous ces outils pour organiser ma campagne, c'est-à-dire dans telle zone je dois aller dans telle zone d'abord, telle zone a le plus grand nombre de, comment on dit encore, d'électeurs, ces électeurs ont ces habitudes parce que l'intelligence artificielle, les outils, je rappelle, les outils permettent de connaître davantage sa cible, les catégoriser, connaître leurs habitudes, et voilà, un certain nombre de choses qui doivent permettre aux gens de mieux catégoriser les électeurs et d'influencer les votes. Je pense que ce sera pas facile d'influencer certains votes, mais il faut quand même, comme on dit, hein, il y a des électeurs qui n'ont pas encore penché, et je pense que pour les inciter à voter, je pense que des outils de l'intelligence artificielle peuvent permettre d'abord de les cartographier, de les situer, de les cibler. Après, les messages à définir et tout ça, ça dépendra. Mais je pense que oui. L'intelligence artificielle peut être un des outils primordiaux à utiliser pour ces élections. Nous sommes au Sénégal, et quand nous parlons du Sénégal, nous parlons donc d'un groupe de pays considérés comme des pays moins avancés. Si pour les dernières élections aux États-Unis, on a parlé de cela, au profit de Donald Trump et tout cela, ça veut dire que si c'est possible aux États-Unis, ça devrait être possible au Sénégal. Ça devrait être possible au Sénégal. Le problème est de savoir maintenant si la qualité des hommes qui ont aidé Donald Trump ou bien qui ont infiltré le système américain, ces gens-là sont disponibles pour le Sénégal. Je ne le pense pas. Quand au Sénégal, dans une élection, les gens ont un problème de carburant pour faire le tour du pays, je ne pense pas qu'ils puissent, disons, se payer, en tout cas, les services de cette haute intelligence qui devrait pouvoir donc les assister dans ce sens-là. Par contre, la communication des candidats est extrêmement importante. Extrêmement importante. Pourquoi? Parce que le politicien, d'abord, vous le laissez parler, vous analysez de par votre niveau d'appréciation ce qu'il dit, si c'est cohérent, si c'est pas cohérent. On a beaucoup de politiciens ici qui nous vendent du n'importe quoi. Alors, ce qui me pose un problème maintenant, c'est pourquoi les candidats n'ont pas profité de l'intelligence artificielle pour proposer aux Sénégalais un programme, parce que c'est facile d'aller donc au niveau donc de l'intelligence artificielle, de voir dans tel ou tel autre pays en Afrique du Sud où il y a beaucoup d'or, beaucoup de tel, dans d'autres pays, Angola, où il y a beaucoup de pétrole tel ou tel, quelles ont été en réalité donc les démarches qui ont été proposées, qui ont donné de bonnes solutions, regrouper tout cela par le biais de l'intelligence artificielle et de venir avec un programme de développement sur non pas 5 ans, mais sur une trentaine d'années au Sénégalais. À partir de là, leur donner des chiffres et leur dire, voilà, comment est-ce que votre quotidien sera, disons, amélioré par rapport à ce que je vais vous amener, tenant compte de ce qui est déjà sur place, c'est-à-dire donc l'existant. Mais malheureusement, c'est un discours qui est assez vide et qui est ponctué donc de menaces, de violences, de suspicions, de fraude, de tel ou tel. C'est ce qui fait que le discours politique est vraiment pauvre. Le discours politique est vraiment pauvre. Maintenant, c'est possible parce que c'est arrivé dans un pays comme les États-Unis, c'est possible parce que c'est arrivé dans d'autres pays, mais par rapport au Sénégal, je ne le pense pas pour la simple et bonne raison que les candidats, entre eux-mêmes, n'ont même pas les moyens donc de se faire le tour du Sénégal. À plus forte raison maintenant, appeler des, je ne sais pas, de hautes intelligences qui pourraient les aider donc à truquer ou bien à cloner des candidats, je ne le pense pas. En somme, le monde est ainsi fait. Aussi longtemps que nous vivrons, le monde continuera à évoluer. De nouvelles découvertes seront faites. Elles auront du positif et du négatif. L'intelligence artificielle est une technologie très puissante qui peut nous aider à résoudre de nombreux problèmes complexes et à améliorer notre sécurité cybernétique. Néanmoins, lorsque l'intelligence artificielle entre en jeu, il est important que des contrôles stricts soient mis en place afin d'assurer sa sûreté et son efficacité. De plus, la mise en œuvre responsable du développement durable permettra aux générations actuelles et futures
de bénéficier pleinement des avantages offerts par cette technologie. Il est également nécessaire de plus mettre l'accent sur des métiers que seuls les humains peuvent effectuer, des métiers que même les personnes non instruites peuvent faire afin de les inclure, car même si les compétences techniques sont essentielles pour travailler efficacement avec les systèmes d'intelligence artificielle, les compétences générales jouent un rôle essentiel. L'avenir appartient à ceux qui se préparent au changement. Ainsi, beaucoup d'interrogations émergent sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Sommes-nous dépassés? Saurons-nous nous rattraper? Perdrons-nous tout? Autant de questions se posent. Des questions dont la réponse n'est pas disponible dans l'immédiat. Mais, quoi qu'il en soit, le futur nous le dira.